Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que je suis un petit peu malade, alors je sais pas si c'est mes allergies ou si j'ai chopé froid ou si c'est un mix des deux, mais je suis pas au top de ma forme, donc j'espère que ça va pas trop impacter la qualité de cette vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler aujourd'hui de la secte Heaven's Gate qui est tristement célèbre pour s'être plus ou moins achevée en 1997 dans un suicide collectif. Donc c'est une histoire qui est très connue, mais comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien parler des sectes et plus spécifiquement des aspects psychologiques. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Le mercredi 26 mars 1997, la police californienne entre dans une villa de Rancho Santa Fe, une petite ville juste au-dessus de San Diego, sous les indications d'un appel anonyme. Selon cet indicateur, un suicide de groupe aurait eu lieu dans l'immense maison. Dès qu'ils entrent dans la villa en question, les enquêteurs sentent une odeur reconnaissable entre mille qui ne trompe pas, l'appel anonyme disait vrai. La scène semble complètement irréelle puisque partout dans la maison on retrouve des corps. Ils sont au nombre de 39, tous allongés sur le dos sur des matelas, les bras le long du corps et tous habillés de la même façon. Pantalon noir, paire de Nike aux pieds, le visage et le buste recouverts d'une sorte de cape violette. La scène est propre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vomi, les corps sont presque paisibles mais au final tout ça dégage quand même un sentiment de malaise intense. En soulevant les capes qui masquent les visages, les policiers découvrent que les 39 individus portent tous la même tenue noire ainsi que la même coupe de cheveux coupée très court et ils vont penser initialement que toutes les victimes sont des hommes, mais rapidement l'erreur est reconnue et on comptabilise 21 femmes et 18 hommes parmi les corps. La moyenne d'âge était autour d'une quarantaine d'années avec la victime la plus jeune qui avait 26 ans et la plus âgée qui en avait 72. 11 d'entre elles étaient originaires du Nouveau-Mexique, 8 venaient du Texas, 4 de Californie et 4 autres du Colorado, 3 venaient d'Arizona et quant aux autres, elles étaient originaires des États de Washington, de l'Ohio, de Floride et du Minnesota. L'autopsie va permettre de reconstituer les derniers instants, voire même les derniers jours de ces derniers. Les suicides se sont déroulés vraisemblablement en 3 vagues, donc les premiers décès remontent au 24 mars, soit près de 36 heures avant la découverte des corps. Les individus ont avalé des quantités létales de phénobarbital mélangées à de la compote de pommes ou du pudding, et puis ils ont bu de la vodka avant de s'allonger dans les lits et de s'asphyxier avec un sac plastique sur la tête. Ceux qui assistaient les autres se sont ensuite occupés d'enlever les sacs plastiques une fois que leurs camarades étaient décédés, puis de les nettoyer si besoin, avant de placer les capes violettes bien correctement sur leur corps. Seuls les 2 derniers à s'être suicidés n'ont pas pu bénéficier de ce traitement et ils ont été retrouvés du coup par les policiers avec les sacs plastiques encore en place. Bien que les autorités avaient déjà une assez bonne idée de qui étaient les victimes de ce suicide de masse, et des premières raisons qui permettraient d'expliquer le geste, c'est l'identité de l'une des victimes qui va vraiment confirmer leurs soupçons puisque parmi les 39 corps retrouvés à Rancho Santa Fe, il y a celui de Marshall Applewhite qui est connu pour être le gourou de la secte nommée Heaven's Gate. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de la secte Heaven's Gate et de Marshall Applewhite. Je suis sûre que vous avez déjà vu son visage avec notamment cette image. Du coup, je me suis dit que pour cette vidéo, je vais bien évidemment vous faire un petit rappel des faits pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient oublié le contexte. Mais je vais surtout et principalement m'axer sur 2 points. Ce sera d'essayer de comprendre un petit peu mieux le profil de Marshall Applewhite. Et puis deuxièmement, de voir le profil des adeptes et essayer de comprendre pourquoi ils sont entrés dans la secte et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'au suicide collectif. Alors avant toute chose, je vais vous présenter la secte Heaven's Gate dans les grandes lignes.
Marshall Applewhite, il est né en 1931 au Texas. J'expédie son passé très vite puisqu'on y reviendra plus tard pour en arriver tout de suite aux origines de la secte. Au début des années 70, Applewhite fait une crise cardiaque. Il frôle la mort et selon lui, il fait une expérience de mort imminente. Vous savez, ce sont souvent des personnes qui vont raconter ce qu'elles ont vu ou vécu à un moment où elles étaient en arrêt cardiaque par exemple. Avec le témoignage qui revient le plus souvent, vous savez, du long couloir qui mène vers une lumière, etc. Et puis c'est à peu près à la même période qu'il va faire la rencontre de Bonnie Nettles, une infirmière originaire du Texas. Et entre Marshall et Bonnie, c'est comme un coup de foudre amical immédiat. Il y a a priori rien d'amoureux ou de sexuel entre eux, mais par contre, ils se considèrent l'un l'autre comme âmes sœurs, et ils disent qu'ils ont le sentiment de se connaître depuis toujours, voire même depuis des vies antérieures. Il faut dire que les deux sont des personnages assez hors du commun. Déjà, depuis avant leur rencontre, Marshall entend des voix depuis pas mal d'années, et Bonnie, elle déclare avoir déjà communiqué avec les extraterrestres. D'ailleurs, on va voir que Bonnie Nettles, elle va avoir une très grosse influence sur les croyances de Marshall Applewhite. Bonnie Nettles, elle est née le 29 août 1927 et elle a grandi à Houston, au Texas. Elle a été élevée dans une famille baptiste, qui est un mouvement religieux chrétien évangélique. Mais arrivée à l'âge adulte, elle s'est éloignée de ce courant pour se tourner vers des croyances moins traditionnelles. À la fin des années 60, début des années 70, soit environ à la même période où elle va rencontrer Marshall Applewhite, elle pratique régulièrement des séances de spiritisme pendant lesquelles elle déclare avoir des contacts avec le monde des esprits et notamment avec le frère Francis, un moine du 19e siècle. Elle étudie aussi l'astrologie, la théosophie et les sciences occultes. Elle voit aussi souvent des médiums et des diseuses de bonnes aventures et ce serait l'un ou l'une d'entre elles qui lui aurait prédit sa rencontre avec un homme mystérieux au teint pâle et aux cheveux clairs, prédiction qu'elle verra se réaliser lors de sa rencontre avec Applewhite. Le contexte de la rencontre entre Bonnie et Marshall est un petit peu flou, ils se seraient rencontrés soit à l'hôpital alors qu'Applewhite rendait visite à quelqu'un ou dans un théâtre, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que, comme je vous le disais, il y a un déclic qui se produit presque instantanément. Applewhite est vraiment très impressionné par les capacités surnaturelles de Bonnie et il décide alors qu'elle sera la sage alors que lui sera l'orateur. Plus tard, il reconnaîtra même que Bonnie est à un niveau supérieur à lui, ce qui montre bien, comme je vous le disais, toute l'influence qu'elle a pu avoir sur lui. Au Nouvel An 1973, les deux amis décident de tout quitter ensemble. Bonnie Nettles, elle laisse derrière elle son mari et ses 4 enfants, enfin... Son mari demande le divorce et il obtient la garde des enfants, mais Bonnie ne semble pas si affectée que ça. Et c'est alors que elle et Marshall fondent les bases de ce qui deviendra ensuite le Heaven's Gate. Ils sont désormais persuadés d'être les deux témoins évoqués dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible, et ils commencent à se faire appeler par des surnoms qui vont un petit peu évoluer au fil des années, tels que Bo et Pip, Guinea et Pig, comme pour cochon d'Inde, ou encore Do et Ti. Les croyances de Nettles et Applewhite, elles vont mélanger des éléments qui sont issus du christianisme et de la science-fiction. On cite par exemple la Bible, mais avec un twist un petit peu étonnant qui inclut notamment les extraterrestres. Au départ, les deux compères pensent être eux-mêmes des extraterrestres en se basant notamment sur le fait qu'ils se sont jamais vraiment sentis comme les autres. Puis leurs croyances vont un petit peu évoluer et ils expliqueront être des aliens qui auraient intégré des enveloppes corporelles d'êtres humains en désignant leur corps comme des véhicules ou des vaisseaux. Afin de répandre leurs idées à d'autres personnes, Nettles et Applewhite tentent d'ouvrir une librairie ensemble, mais ça fonctionne pas et ils changent de plan pour finalement arpenter les États-Unis à la recherche de disciples. Fin 1975, ceux qui se font désormais appeler les deux, avec une majuscule évidemment, donnent une conférence en Oregon dans la petite ville de Walport. Et leurs propos sont si éloquents qu'il y a une vingtaine de personnes qui décident à l'issue de cette conférence de tout abandonner derrière eux, que ce soit famille, travail, pour les suivre dans leur mouvement. Et c'est là le véritable début du mouvement sectaire. Cet événement est d'ailleurs si étrange qu'il va même obtenir une attention de niveau national puisque un présentateur du journal télé de CBS Evening News déclare « Un certain nombre de personnes ont disparu. C'est un mystère et l'on ignore s'ils sont partis dans l'espace ou s'ils ont été enlevés. »
Alors même si cette médiatisation va faire plus de mauvaise publicité qu'autre chose au groupe, dans les semaines suivantes, il y a plusieurs dizaines d'individus qui rejoignent les rangs de la secte, qui se fait alors appeler HIM pour Human Individual Metamorphosis, donc métamorphose humaine individuelle. Ensemble, ils créent des sortes de camps, ils dorment dans des campings et des tentes, tout ça pour être au plus proche de la parole des deux. Et tout le mécanisme de la secte est finalement assez simple et classique, il repose sur une peur d'apocalypse, de destruction de la Terre imminente, et il promet aux fidèles un échappatoire grâce à un passage au niveau suivant. Je vous avais pas mal parlé de ces mécanismes qui reposent généralement sur un tandem peur, promesse d'un futur meilleur dans les 2 vidéos que j'avais faites sur les sectes il y a quelques années maintenant. Je vous les remets ici si ça vous tente d'aller creuser le sujet. Alors la secte, elle va perdurer comme ça pendant pas mal d'années jusqu'à un événement clé qui va très probablement précipiter le Heaven's Gate et ses fidèles à leur perte. En 1983, Bonnie Nettles doit se faire retirer un œil des suites d'un cancer. Son médecin lui annonce alors que d'autres organes sont déjà touchés par la maladie qui s'est répandue, mais Nettles, elle refuse de l'écouter et elle se persuade que ce dernier est incompétent puisque, selon elle, elle ne peut pas mourir. Nettles et Applewhite cachent la nouvelle à leurs fidèles, mais aussi à la famille de Bonnie. Et malheureusement, le 19 juin 1985, l'ancienne infirmière décède de son cancer dans un hôpital de Dallas, au Texas. Alors évidemment, ce décès il ne va pas être interprété comme la preuve qu'ils ont fait fausse route pour Marshall Applewhite. Au contraire, il va prendre ce drame pour l'utiliser dans sa doctrine. Et comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils avaient tendance à considérer leur corps comme des véhicules, eh bien c'est ce qu'il va annoncer au groupe. Les cendres de Bonnie Nettles sont répandues au-dessus d'un lac texan et Applewhite explique à ses disciples que Bonnie, qui était tellement en avance sur eux, est passée au stade supérieur. Elle n'avait donc plus besoin de son corps et elle avait terminé sa mission sur Terre, mais elle continuera à les aider depuis le niveau supérieur. C'est donc probablement à partir de là, en tout cas c'est ce que pensent les experts qui se sont intéressés à la question, que la réalité de la mort du corps et donc des potentiels suicides ont commencé à se concrétiser pour les membres du Heaven's Gate. On notera quand même que 12 ans vont encore s'écouler avant le drame du suicide collectif, donc on peut pas non plus considérer que la mort de Nettles soit vraiment comme un élément déclencheur, mais plutôt comme quelque chose qui va préparer le terrain pour le futur passage à l'acte. L'élément déclencheur du suicide, par contre, il est très facile à identifier. En 1995, il y a 2 astronomes amateurs qui découvrent par hasard, en observant le ciel, une comète. Reconnue ensuite par la communauté scientifique, elle portera leurs 2 noms, Hal et Bopp. La comète de Hale-Bopp est très célèbre puisqu'elle est passée suffisamment proche de la Terre sans la mettre en danger bien évidemment, pour être visible à l'œil nu pendant 1 an et demi, ce qui est un spectacle rare et d'autant plus dans une telle intensité. Perso, je sais que je l'ai vu quand j'étais petite, mais j'en ai aucun souvenir. Et je suis assez dégoûtée parce que, pour info, son prochain passage près de la Terre, il est prévu pour l'an 4385. Autant vous dire que je suis pas sûre que l'humanité sera encore là pour l'admirer, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et donc le passage de cette comète, il a forcément donné lieu à plein de théories un petit peu farfelues, et en l'occurrence, il y a un astronome amateur qui a pris une photo de la comète, et sur cette image, on voyait comme une sorte d'ombre dans la queue d'Hale-Bopp, ce que certaines personnes ont directement interprété comme étant un vaisseau spatial extraterrestre qui serait en train de suivre la comète. Alors ça a été débunké très rapidement, puisque les scientifiques ont prouvé que non, que c'était juste une étoile derrière qui n'avait pas été prise en compte par le photographe, etc. Mais évidemment cet argument n'a pas franchement convaincu tous les passionnés d'UFO, d'extraterrestres et tout ça. Bref, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Marshall Applewhite a sauté sur l'occasion pour dire que c'était le signal qu'ils attendaient depuis des années et qu'il était désormais temps de quitter leur véhicule, c'est-à-dire leur corps d'humain, pour rejoindre ce vaisseau spatial caché derrière la comète, qui selon lui était conduit par Bonnie Nettles, et c'est donc ça qui a motivé le suicide collectif. Let me say that our mission here at this time is about to come to a close in the next few days. We came from distant space and even what some might call somewhat of another dimension, and we're about to return
from whence we came. Pour vous dire, dans sa logique qui mélangeait les aliens et la religion, il disait par exemple qu'il y avait qu'environ tous les 2000 ans une possibilité de se libérer de son véhicule et que c'est ce qu'avait fait Jésus-Christ qui en fait était un extraterrestre déguisé en humain. Tout ça on le sait parce qu'ils ont quand même laissé pas mal de témoignages, que ce soit sur internet ou par lettres, des vidéos, dans lesquelles ils expliquent leur motivation et ils clarifient bien que le suicide c'est pas pour eux une volonté de mort, au contraire, pour eux c'était un très très beau moment de joie puisqu'ils étaient persuadés qu'ils allaient passer à l'étape supérieure. Donc c'était pas un geste de suicide de désespoir, quoique on peut quand même rappeler que d'une certaine façon ça faisait quasiment 20 ans qu'ils se préparaient à une apocalypse, donc il y a quand même un espèce de sous-texte de fuite et de peur, mais on n'est quand même pas tout à fait dans le registre habituel du suicide classique. Donc voilà dans les grandes lignes pour vous recontextualiser l'histoire du Heaven's Gate. Alors je vous ai pas tout dit sur la secte évidemment, mais je pense que vous avez l'essentiel pour comprendre. Et maintenant on va aller s'intéresser un petit peu plus à Marshall Applewhite et aux fidèles de ce mouvement, parce que je sais pas vous, mais moi cette histoire elle me pose beaucoup de questions. Alors Marshall Applewhite, il est né le 17 mai 1931 dans la petite ville de Spur, au Texas. Sa famille était très religieuse, son père était d'ailleurs un pasteur presbytérien, c'est-à-dire dans une branche du protestantisme. Ses 30 premières années de vie environ sont marquées par la religion. Il est élevé donc dans cette famille très religieuse, il fait sa scolarité dans des écoles privées religieuses aussi, il étudie la philosophie et la théologie pour devenir pasteur comme son père. Puis après il se réoriente plutôt dans la musique et il devient baryton, mais aussi chef de chorale dans une église. Enfin voilà, la spiritualité, Dieu ont une place centrale dans sa vie. Pendant ce temps, sur le plan plus personnel, Marshall Applewhite se marie et il a 2 enfants. Au début des années 50, il va faire un passage de quelques années dans l'armée, puis lorsqu'il la quitte, il devient professeur de musique et de théâtre. À la fin des années 50, début des années 60, il est professeur de musique à l'université d'Alabama quand il est renvoyé pour avoir eu des relations sexuelles avec un de ses étudiants, chose qui n'est évidemment pas acceptable, mais à l'époque ce qui pose problème c'est pas vraiment le côté prof-étudiant, mais plutôt le fait que c'était une relation homosexuelle. Peu de temps après, il se sépare de sa femme et fait son coming out auprès de ses parents et malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, son père prend très mal la nouvelle et le rejette totalement. Juste après, en 1965, Marshall Applewhite va s'installer à Houston au Texas et là, il va vivre une petite période de libération où il s'affiche ouvertement gay, où il exerce comme chanteur à côté de ses cours de musique à l'université. Mais c'est d'assez courte durée, on sait pas exactement pourquoi, mais on pense qu'il se fait à nouveau renvoyer après avoir eu une relation avec un étudiant. C'est une problématique qui semble beaucoup le préoccuper puisque en 1970, Marshall Applewhite consulte un psychiatre dans l'espoir de guérir ses pulsions homosexuelles. Alors pour rappel, même si j'imagine que vous le savez déjà, l'homosexualité n'est pas une maladie, il n'est donc pas possible d'en être guéri. Mais dans les années 70, ça faisait encore malheureusement partie des croyances populaires et j'imagine que c'était une source de mal-être pour Applewhite parce que ses désirs entraient en contradiction avec l'éducation religieuse dans laquelle il avait grandi. En 1971, le père de Marshall décède, ce qui l'affecte énormément et il tombe en dépression. Il va aussi se couvrir de dettes qui l'obligent à emprunter de l'argent à des connaissances. Et puis, vous vous souvenez ce qui arrive en 1972, c'est le moment de sa rencontre avec Bonnie Nettles. Donc on comprend que Marshall Applewhite, il était déjà dans une position de vulnérabilité lorsqu'il a rencontré cette infirmière, ce qui permet, je pense, un petit peu mieux d'expliquer et de comprendre pourquoi elle a très vite pris autant de place dans sa vie et aussi toute l'admiration qu'il lui a tout de suite vouée. Après attention, je dis pas qu'il a été victime de Nettles, la dynamique qui s'est créée entre eux ne reposait pas vraiment sur un dominant, un dominé, mais je voulais juste souligner un parallèle qu'on peut faire entre l'arrivée d'Applewhite dans cette relation, alors qu'il traversait une période difficile de sa vie, avec ce qu'on va pouvoir voir chez des disciples qui rejoignent la secte par la suite. Cette même année, en 1972, Marshall Applewhite développe de plus en plus d'idées à tendance paranoïaque avec une thématique de persécution. Dans une interview avec un journaliste, il déclare « Nous allons être assassinés et quand ce sera le cas, après 3 jours et demi, nous ressusciterons pour passer à une nouvelle étape supérieure à l'humain. »
Comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur les sectes, je suis persuadée que dans la plupart des cas, l'intention de base de ces mouvements sectaires, elle n'est pas mauvaise. Il faut bien comprendre que les gourous sont généralement motivés, en tout cas initialement, par des idées de changement et d'amélioration du monde. Et puis c'est progressivement que la bascule s'opère, généralement lorsqu'ils commencent à acquérir plus de pouvoir. On voit aussi qu'il va exister plusieurs types de dérives sectaires, même si le fond est presque toujours celui de la peur, hein, que ce soit une peur de fin du monde, peur de la corruption, peur d'un gouvernement ou d'autorités qui nous mentent, etc. Elles n'ont pas toutes les mêmes modes de réaction. Dans certains cas, les adeptes, guidés par leur gourou, vont se préparer à combattre de façon active la menace. On les voit alors se retrancher et généralement s'armer. Pour d'autres, comme c'est le cas pour le Heaven's Gate, on est plutôt dans la préparation à la fuite, la volonté de partir dans un autre monde ou sur une autre planète. Dans tous les cas, il y a une forme de supériorité, hein. Les membres de la secte et le gourou sont persuadés d'avoir raison et d'avoir accès à un savoir que l'immense majorité ne parvient pas à comprendre et se sentir aussi persécutés pour cette connaissance. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le cas d'Applewhite, c'est de comprendre à quel point lui-même pouvait être sûr de ses propres théories. Force est de constater, puisqu'il s'est suicidé avec ses adeptes, qu'il était bel et bien convaincu que le suicide lui permettrait de quitter son véhicule, son corps d'humain, pour rejoindre un engin spatial extraterrestre. De là, je me suis donc demandé si on pouvait lui attribuer un trouble d'ordre psychotique, et visiblement, c'est une question à laquelle plusieurs experts psychiatres se sont penchés dès 1997, après la découverte du drame de Rancho Santa Fe. Et en effet, il semble tout à fait probable que Marshall Applewhite ait souffert durant de nombreuses années d'un trouble de type schizophrénique qui l'a conduit à croire dur comme fer au fait qu'il était une sorte de prophète extraterrestre et que l'apocalypse était imminente. Durant mes recherches, je lisais un article qui était plutôt intéressant d'un expert qui se plaignait de la liberté qui est laissée aux personnes atteintes de tels troubles comme Applewhite, liberté de s'exprimer mais aussi d'entraîner avec elle de nombreuses personnes dans une paranoïa et un délire finalement fatal. Là on touche vraiment une question d'ordre éthique qui est je crois impossible à trancher. À quel moment est-ce qu'on peut décider que les croyances spirituelles d'une personne deviennent trop dangereuses pour elle et son entourage ? Qui peut intervenir? Sous quelle forme? Franchement, ce sont des questions ouvertes que je me pose et j'ai pas de réponse à vous apporter. Comme toujours, moi je crois quand même beaucoup au pouvoir de la prévention et je pense que si on dédiabolisait les maladies mentales et si on informait beaucoup plus les gens sur ce qu'elles sont vraiment au lieu de laisser des images complètement faussées par le biais d'œuvres de fiction ou de faits divers dramatiques, peut-être qu'on parviendrait déjà mieux à prendre en charge les personnes qui souffrent de ces pathologies à temps. Mais bon, là on part sur un sujet qui mériterait je pense une vidéo entière. Alors on va aussi se pencher un petit peu plus en détail sur les personnes qui sont entrées dans la secte du Heaven's Gate et surtout ce qui m'intéresse le plus ce sont évidemment celles qui sont allées jusqu'au bout et qui ont participé au suicide collectif. Est-ce qu'il existe un profil particulier pour basculer dans une dérive sectaire? Est-ce que les adeptes ont été manipulés? Est-ce qu'ils étaient sous emprise? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fui après le décès de Bonnie Nettles ou lorsque Marshall Applewhite leur a demandé de se suicider à ses côtés? Avant de commencer, je tiens à déconstruire certains clichés sur les personnes qui se font happer par les sectes. Non, ces personnes ne sont pas bêtes, elles ne sont pas non plus extrêmement naïves ou crédules. Non, personne non plus ne mérite de se faire avoir par une dérive sectaire, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver beaucoup plus vite et à beaucoup plus de gens qu'on ne le pense, je vous l'assure. Maintenant, il y a quand même certains facteurs qui peuvent faire qu'une personne sera plus facilement victime d'une secte que d'autres. Alors très souvent, les personnes qui entrent dans une secte, et là évidemment j'exclus les enfants qui naissent déjà dedans, puisque c'est totalement à part, ce sont des personnes qui sont à un moment charnière de leur vie où elles sont en perte de repères. Ça peut être suite à un divorce, à un déménagement, à un deuil, à l'annonce d'une maladie, enfin bref, un bouleversement dans leur vie quotidienne qui peut générer du stress, de l'anxiété, des idées dépressives, une perte de confiance en soi et aussi une perte du lien social. Ça peut aussi arriver à un moment de remise en question de sa vie et de sa spiritualité, comme ça arrive beaucoup à certaines dates anniversaires.
Bref, comme je vous disais, ce sont des situations communes qui peuvent arriver vraiment à tout le monde, hein. Dans le cas de la secte du Heaven's Gate, on constate aussi que la plupart des adeptes, ils avaient déjà été attirés par le passé par des courants plutôt alternatifs. Alors quand la secte a commencé à voir le jour, on était en plein dans le mouvement hippie et il y avait beaucoup de courants New Age qui se répandaient aux États-Unis et qui reprennent des éléments de ci, de là, de la culture orientale, asiatique, spirituelle, etc. Et donc tout ça combiné forme un très bon terreau pour que les idées de Do et Ti puissent émerger. Et disons que ça explique pourquoi les premiers adeptes ont commencé à s'intéresser à ces théories farfelues. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les sectes, il y a ensuite plusieurs moteurs qui vont se mettre en route et qui vont faire rester les gens dans la secte. Premièrement, la peur. Presque toutes les sectes reposent sur ce mécanisme de base. Alors là, en l'occurrence, Do et Ti, ils vont annoncer l'arrivée imminente de la fin du monde, rien que ça. Deuxième mécanisme qui intervient tout de suite après et qui se raccroche au premier, la secte promet d'offrir un échappatoire à ce qui fait peur. Donc ici, c'est par exemple la possibilité de partir sur une autre planète. Alors au départ, c'était un départ physique, mais ensuite ça s'est transformé en départ spirituel. Et ainsi, ça crée immédiatement un besoin et une raison de rester avec la secte. Ensuite, on va aussi voir émerger une forme d'arrogance ou de pitié selon les cas vis-à-vis de ceux qui ne font pas partie de la secte. Ça vient finalement combler les propres insécurités et le manque de confiance en soi, de se dire que nous, on sait mieux que le reste du monde. Bon, alors ça, c'est pas forcément le cas de toutes les sectes, mais c'était clairement vrai pour Heaven's Gate, puisque je vous le rappelle, hein, ils pensaient qu'ils allaient être ou devenir des êtres supérieurs aux humains. Alors tout ça, c'était vraiment ce qui a commencé au début, et puis petit à petit, il y a des règles de plus en plus strictes qui vont venir s'appliquer. C'est généralement de cette façon que le gourou s'assure de conserver son emprise sur ses disciples. Dans le cas du Heaven's Gate, c'est intéressant de voir que ces règles, elles ont fluctué et elles ont eu tendance peut-être même à s'assouplir après quelques années. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais au départ, le groupe avait formé des sortes de camps et ils vivaient de façon nomade en traversant les États-Unis, donc ils étaient très isolés du reste du monde. Mais au bout d'un moment, Applewhite a laissé ses disciples reprendre quelques contacts avec leur famille. Par exemple, ils avaient le droit de leur téléphoner ou de leur rendre visite pour la fête des mères, des choses comme ça. Et aussi, il leur laissait leur indépendance financière dans le sens où ils pouvaient aller au travail. Donc la plupart des gens de la secte travaillaient souvent dans le domaine de l'informatique d'ailleurs. Et leurs revenus ensuite étaient généralement mis en commun pour permettre à tout le monde de vivre dans leur communauté. Donc tout n'était pas cloisonné, mais il y avait quand même d'autres conditions qui étaient très strictes. La philosophie générale de Marshall Applewhite, c'était la renonciation à tout ce qui peut créer un attachement à la planète pour évidemment ne pas avoir d'hésitation au moment de la quitter. Donc c'était les liens affectifs qui devaient être rompus le plus possible, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir de sexualité, ne pas s'attacher à l'argent ou aux biens matériels de façon générale. Le point sur la sexualité, il est particulièrement intéressant parce que Applewhite était vraiment intransigeant là-dessus et je pense qu'on peut faire un lien avec les propres interdictions qui lui ont été imposées par sa religion quand il était plus jeune. C'était même un sujet si sensible que lui et 8 autres adeptes se sont fait opérer pour être castrés. Il y avait eu avant ça une espèce de tentative dans la secte qui avait carrément consisté à amputer le pénis d'un des disciples, mais ça a viré au drame, l'homme en question est passé à 2 doigts de la mort, et après ça, ceux qui voulaient être castrés ont fait ça de façon bien plus encadrée à l'hôpital, donc c'était pas des amputations pour le coup. On pense aussi que le fait de faire porter très court les cheveux à tous les adeptes, c'était une façon d'essayer de gommer les genres parce que Applewhite était convaincu que les extraterrestres sont asexués puisque pour lui, ça va de pair avec l'image de l'être supérieur qui est forcément pur. Bref, toutes ces renonciations, elles permettent au gourou d'assurer sa domination et son emprise sur ses adeptes, puisque il les contraint à se soumettre à un mode de vie qui les isole et qui les marginalise. Et en plus de ça, on peut voir qu'il y a aussi un petit culte de la personnalité autour d'Applewhite, puisqu'il s'était donné la place de celui qui détient le savoir et qui va aussi aller jusqu'à imposer à ses disciples de s'habiller comme lui. Par exemple, il adorait les Nike, donc ils ont tous été obligés de se mettre à porter des Nike. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous connaissez certainement le slogan de la marque Nike, Just Do It, et lui du coup il avait transformé ça en disant Just Do It, puisque Do c'était son surnom.
Pour terminer, je voudrais souligner le fait que le terme de suicide collectif, dans le cas de ce qui est arrivé dans la secte Heaven's Gate, il est contesté par certains spécialistes qui, eux, disent qu'il s'agit de meurtre. Parce qu'ils estiment qu'il y a eu tellement de manipulation et de pression de la part d'Applewhite que c'était pas réellement un acte consenti et volontaire. Personnellement, je comprends ce point de vue, mais je pense quand même que le terme de suicide collectif laisse largement sous-entendre que c'est un phénomène où les gens se poussent et s'entraînent mutuellement. Et puis on l'a vu dans d'autres cas de secte, je pense notamment par exemple à la famille de Charles Manson. D'un point de vue juridique, on peut attribuer une responsabilité au gourou, mais ça n'enlève pas non plus celle des fidèles. Vous voyez, autant par exemple à Johnstone, je pense qu'il y a eu beaucoup de victimes de meurtre, effectivement, ça c'est indéniable, on a vraiment forcé les gens à s'empoisonner et on a tiré sur ceux qui refusaient. Autant je sais pas s'il y a eu vraiment la même pression dans le cas du Heaven's Gate. Je tiens aussi à dire qu'il y a 3 membres de la secte qui s'étaient pas suicidés avec les autres à la fin du mois de mars 97, qui se sont ensuite suicidés dans les semaines et mois plus tard. Donc là aussi, ça me fait un petit peu plus penser qu'ils étaient vraiment convaincus par les théories et qu'ils l'ont fait plus ou moins de leur gré, même si évidemment on comprend que, bien entendu, c'est un petit peu spécial à dire parce que ils ont été un peu manipulés pour croire à ces choses-là, mais en même temps, voilà, ils y croyaient aussi, finalement, vraiment, ils en étaient réellement convaincus. I wish that I was with them. It's not really a regret in the sense that, gee, I lost my chance at $1 million lotto because I lost the ticket or I didn't play today. It's more of a kicking myself for not having done enough of my own homework. As long as I'm still here, I can't do anything but share what I know about the next level and about Heaven's Gate. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ma gorge n'en peut plus. Je vous ai pas tout dit sur le Heaven's Gate parce qu'il y a vraiment énormément d'informations. Alors vous pourrez retrouver pas mal de sources en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus de votre côté. J'espère vraiment que le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou au moins un pouce en l'air pour les plus timides. Moi je vous dis à mardi prochain sur Twitch et à samedi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?